12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique et place aujourd'hui au cinéma avec deux gros films même, américains qui semblent n'avoir pour source d'inspiration qu'eux-mêmes, ne faisant que des suites et des reprises de leurs propres mythes et petites histoires. Le premier, c'est la suite du film d'animation Vice Versa 2, par les studios Pixar. Et le second, c'est The Bike Riders de Jeff Nichols, qui fleure bon Easy Rider version 2024. Et pour en débattre, nous accueillons Muriel Judet. Bonjour Muriel. Bonjour. Critique de cinéma au journal Le Monde. Face à vous, Lucille Como. Lucille, bonjour. Bonjour. Productrice à France Culture. On vous retrouve tous les matins à 8h55 pour votre regard culturel. Soyez toutes les deux les bienvenues dans les midis de culture. Et on commence avec Vice Versa 2 de Kelseman en salle aujourd'hui. Salut. Je suis anxiété. Je les mets où, mes affaires? Une nouvelle émotion. Oh, désolée, les autres et moi, on voulait faire bonne impression. Les autres, c'est qui? Je suis en vie. Oh, j'adore tes cheveux. Je sais, oui, touche pas. Et voilà, ennui. Ennui? Eh oui, l'ennui, c'est le nouveau mal du siècle. Comment tu t'appelles, mon grand? Je vous présente Embarras. Super, bienvenue dans le quartier cérébral, Embarras. Eh, on se fait un petit check? Oh, non? Oh, non? Top là. Ah, t'es le champion du monde des mains moites, toi. Anxiété, envie, embarras et ennui. Voici les nouvelles émotions qui envahissent l'esprit et le corps de Riley. Riley, vous l'aviez découverte en 2015. Elle était alors une préado de 11 ans, joyeuse et pleine d'entrain, mais tout à coup en proie à la tristesse après son déménagement à San Francisco avec ses parents. Se jouait alors une bataille entre la joie et la tristesse, accompagnée de dégoût, peur et colère, véritable personnage qui animait son esprit. 2 ans plus tard, Riley a 13 ans. Son esprit laisse place à de nouvelles émotions et Anxiété y tient la première place. La faute à la puberté, la peur de déplaire, la honte, sans oublier la découverte du désir. Enfin, on se calme, ça reste quand même du Pixar grand public qui n'a aucun intérêt à changer une recette qui fonctionnait très bien. L'intrigue ressemble donc à la première, avec toujours cette forte dimension psychologique. Ici, la santé mentale et le refoulement de souvenirs enfouis. Cela suffit-il à faire une bonne suite? Qu'en avez-vous pensé, Lucille Como? C'est pas simple de faire une suite parce que je pense que vraiment le premier était un chef-d'œuvre, peut-être le grand chef-d'œuvre de Pixar, celui qui concentre vraiment les obsessions probablement de Pete Docter, qui a tourné autour de cette question de rentrer dans le cerveau des gens. Il y avait déjà eu Monstres et compagnie, qui était en fait une manière déjà de rentrer dans les rêves et les cauchemars des enfants et d'une petite fille en particulier. Et Riley, c'était un petit peu cette petite fille qui avait grandi dans Vice Versa 1. Donc on retrouve cette idée de montrer à la fois les méandres de l'esprit et puis le vieillissement, parce que c'est ça aussi qui intéresse, je pense, Pete Docter. Il y avait eu Là-haut aussi, qui était vraiment un film sur le vieillissement. Alors là, on est à nouveau dans un film qui est un dispositif parfaitement clos, parfait au sens vraiment aussi de ce que j'en pense, c'est-à-dire que c'est assez parfait graphiquement, puisque tout a une fonction formelle qui dit quelque chose du fonctionnement du film. Donc c'est toujours aussi bien, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc c'est figurer tout ça comme un petit monde coloré à l'intérieur de la tête de Riley, où il y a une console centrale, et cette console centrale, elle est gérée par les émotions de la petite fille. Donc au début, en effet, il y en a que 5, c'est celle que vous avez citée, c'est celle les émotions un peu primaires. Et puis d'un coup, ça va complètement se bouleverser, puisqu'il y a un gros bouton, un peu comme le rouge du micro de radio, là je viens de le voir, ça ressemble vraiment exactement à ça. Voilà, on a un peu des émotions différentes là. Voilà, sauf que ça clignote et puis ça sonne très fort. Et puis il y a écrit puberté autour du bouton. Et donc là, on comprend que en effet, Riley a 13 ans et que des nouvelles émotions vont arriver et littéralement tout casser. C'est-à-dire que la partie, à mon avis, la plus jouissive et qui fonctionne le mieux du film, c'est ce début, c'est cette manière de rendre physiquement le bouleversement de l'adolescence. Donc, on fait toujours des allers-retours entre Riley avec ses parents, Riley qui est une championne de hockey sur glace, enfin elle est très bonne au hockey sur glace. Donc elle va partir en stage avec ses copines. C'est ça l'intrigue, hein, c'est ça l'intrigue. Voilà, ça c'est la partie dehors entre guillemets du film. Pas très passionnante, enfin en soi elle n'a aucun intérêt, mais c'était déjà plus ou moins le cas de Vice Versa 1. Et puis ce qui se passe au fur et à mesure à l'intérieur de la tête de Riley avec ces nouvelles émotions qui bouleversent tout. Le problème, c'est que en fait ce bouleversement, il n'est pas du tout suivi d'effet du point de vue de la forme, puisque ce qui se passe, vous l'avez dit, est exactement la même chose
C'est-à-dire les petites émotions qui vont se balader à l'intérieur de tout cet univers mental qu'on a toujours plaisir à avoir. Il y a le cours des pensées, l'inconscient, les cachots qui figurent les secrets, etc. Donc c'est physiquement figuré tout ça. Et elle se balade pour faire quoi ? Pour essayer de réguler, en effet, de régler la santé mentale de veiller à l'harmonie de ce monde intérieur. Et ça, c'est exactement la même chose, puisque dans le premier, on découvrait qu'il fallait qu'il y ait de la tristesse et pas que de la joie pour que les souvenirs fonctionnent bien, etc. Bon, là, en fait, c'est pas exactement... Qu'est-ce qu'on découvre là, alors qu'il faut quoi pour bien fonctionner ? Là, il y a une émotion qui dérégule un peu tout, c'est anxiété. Donc, d'ailleurs, c'est un personnage assez intéressant et il y a un vrai moment, mais bon, on en reparlera peut-être, où potentiellement le film peut déraper et aller vers vraiment la psychologie, justement. Donc, c'est-à-dire la névrose ou la dépression ou la folie. La c'est santé quand mentale, l'anxiété se met toute seule à gérer la console. Donc, elle est toute seule comme une dingue en train de taper sur tous les boutons en tournoyant, c'est une espèce de flèche orange un peu. Et là, il y a vraiment un petit moment d'inquiétude. Bon, c'est à peu près le seul moment du film parce que tout va de toute façon vers la stabilité et vers la question de l'équilibre mental, ce qui ne veut absolument rien dire puisque absolument personne n'est équilibré mentalement, je pense, autour de cette âme, ni en général. Et bon, on va en reparler, mais en effet, il y a une grosse question autour du sexe, puisque cette jeune fille de 13 ans, bon, la puberté, a priori, c'est aussi ça. Donc on va parler de sexe et de santé mentale. Pas la question. Lucille, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Muriel Joudet, qu'en avez-vous Comme pensé ? d'habitude. Oui. Ah ben, je sais pas. Écoutez, allez-y, Muriel. Je vais faire dégoût et ennui, mais pour insister un peu sur les points négatifs. Mais dégoût, on l'avait déjà dans le premier volet. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et ennui arrive. Voilà. Et du coup, non, mais il y a un vrai plaisir en fait à découvrir la complexification de l'univers mental de Riley. Et il y a toujours beaucoup d'ingéniosité, notamment, je pense aux failles du sarcasme. Enfin, c'est toujours très très ludique. Le problème, c'est que je ne peux pas. Enfin, pour moi, on assiste quand même au démantèlement depuis quand même longtemps, mais j'arrive pas à en faire vraiment le deuil de l'esprit Pixar, qui donc a été racheté par Disney en 2008 et qui depuis en fait film après film se convertit à un cahier des charges Disney qui en fait consiste à prendre zéro risque, c'est-à-dire faire des suites et ne plus vraiment créer des univers originaux, ou alors en créer, mais ça a donné les 3 derniers qu'on avait vus là, Élémentaire, Alerte Rouge, qui étaient en fait des films sur hommage aux familles d'immigrants des réalisateurs. Donc c'était très. Ceci dit, Alerte Rouge, il y avait vraiment du sexe, pardon. Oui, alors c'était sur les règles en fait. Enfin, oui. c'était assez. C'est aussi l'adolescence, c'était la puberté. Ouais, mais disons que j'ai utilisé un mot que j'aime pas, mais je pense que Disney c'est vraiment ça, c'est vraiment une sorte de cahier des charges wokiste parce que c'est littéralement ça, parce qu'il est très opportuniste. Donc je me permets d'utiliser ce mot, inclusivité, gna gna gna, et qu'il le fait de manière totalement pour des raisons en fait bassement commerciales et pas du tout. Voilà, Disney ne se sent pas. C'est pas par conscience politique. Non, pas du tout. Pas du tout. Et Pixar, ça commence à progressivement rogner les films. Et là, ce qui m'a frappé, c'est qu'on voit l'abandon d'une ambition quasi anthropologique, c'est-à-dire la différence entre Wall-E et ce vice-versa 2, entre Monstres et compagnie, qui est un chef-d'œuvre absolu, et ce film est assez sidérante, c'est-à-dire qu'on passe de quelque chose, une sorte d'universalité, d'un geste anthropologique, métaphysique sur l'angoisse, la terreur, la mort de toute chose, enfin vraiment, mais qui passait en plus par le truchement d'objets inanimés ou d'objets anthropologisés. Donc, en gros, on animait des objets pour leur faire parler de l'humanité. Et pour moi, là, c'est l'inverse. On va progressivement parler de plus en plus du monde humain de Riley, et Lucille l'a souligné, c'est-à-dire que l'univers de Riley, son adolescence, c'est vraiment une sorte d'image générique sans aspérité, une sorte de comme ça de un mauvais teen movie quoi. Ouais, mais c'est très très mauvais, c'est-à-dire il y a tellement aucune aspérité, c'est vraiment une carte postale un peu dans cette optique que n'importe quel ado quelque part dans le monde pourra se projeter dans son univers, et elle sort jamais de ce petit univers féminin avec j'appelle ça la politique de une de chaque. Donc il y a la lycéenne noire, la lycéenne avec un hijab, et ça c'est quelque chose que à la fois le Pixar veut bien faire ce geste-là d'inclure tout le monde, et en même temps le grand absent du film, c'est comme tu l'as dit, c'est les hommes. Alors peut-être qu'elle est lesbienne, ça pourrait être une des lectures du film. Mais d'ailleurs, c'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité. Mais en tout cas, la question du désir. Alors quand on voit le bouton puberté, on se dit hormones, on se dit on se dit envie de coucher avec tout le monde. Et là, pas du tout. C'est pas du tout la question du film. Donc voilà, il y a un truc puritain, subtilement puritain, qui se met en place. Tout en étant woke. Voilà. Souvent, pour moi, ça va ensemble. Et un repli d'un théâtre, disons, de grands affects, un petit théâtre social un peu douillet.
Lucille, justement, sur cette question du sexe, est-ce que ça va pas assez loin? Est-ce que justement c'est trop puritain, trop woke, et que on s'attendait peut-être à aller vers des zones un peu plus vertigineuses, plus osées, et qu'en fait, voilà, Pixar perd de quelque chose d'un peu plus risqué? Je sais pas si on s'y attendait, puisque de toute façon, c'est tellement la trajectoire à la fois, en effet, de Pixar en particulier, mais aussi du cinéma américain, que c'est pas Finalement, du tout c'est une étonnant. mode, c'est le mouvement général. Oui, je pense que c'est une espèce de doxa et c'est vrai que ça bloque à certains endroits. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que disait aussi Muriel, c'est cette manière de rabattre ce qui était en effet de l'ordre du métaphysique et non pas du psychologique, justement dans les précédents films de Pixar, sur une espèce de spiritualité. C'est-à-dire que il y a un nouvel espace qui s'ouvre dans cette vie mentale de Riley, qui est figuré par une espèce de... Alors c'est aquatique, c'est un peu nouveau. Ça, c'est un petit peu liquide. C'est un endroit où des souvenirs compliqués qui sont potentiellement refoulés, donc c'est assez complié. Donc c'est la chambre forte, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est une espèce de grand lac en profondeur. C'est les profondeurs. Donc il y a vraiment un truc. C'est les tréfonds. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Et là, on est vraiment sur une espèce de vulgate psychanalytique. Bon, c'est pas très creusé, mais ça prend une forme, je trouve, graphiquement un peu spiritualisante, parce qu'il y a ces espèces de cordes qui s'élèvent depuis les souvenirs pour créer des espèces de mantras. Et donc quand on appuie comme une harpe, quand on tire une corde, il y a une espèce de mantra personnel qui vient, qui dit je suis une bonne personne, ou au contraire je suis pas une bonne amie, etc. Et qui crée la fameuse estime de soi, qui devient le point le plus important à préserver de la vie de Riley, et qui en fait tire un peu vice versa vers des questions de développement personnel, qui sont plus du tout les questions métaphysiques en effet de Wall-E, de ou la mort, vice versa. La mort, c'est plus vraiment la question, à part vraiment ce moment de trouble, mais qui moi je pense a quand même lien avec le sexuel, ou alors j'ai totalement projeté, mais de prise de contrôle et de folie, d'anxiété, qui est un moment quand même un peu potentiellement déstabilisant, même y compris pour Pixar, de son film. C'est vrai que tout ça est très très lissé, quoi. Mais est-ce que ça s'adresse aussi à un public adolescent? Parce qu'on a parlé d'Alerte rouge, là on parle de Vice Versa 2. Qui veut regarder ça? Des parents pour se rassurer sur leur adolescent, nous parce qu'on est nostalgique de Pixar, des ados parce qu'ils se demandent ce qui se passe. Il n'y a plus le côté enfantin pour le coup. Oh si. Bah, si. Vous pourriez montrer ça à un enfant de 7 ans? Oui, bien sûr. Bah, moi j'étais avec ma fille de 7 ans. Là, parfait. Non mais en fait ils comprennent le degré un peu 0,5 du film, c'est-à-dire cette espèce de... Parce qu'il y a quand même une aventure, les petites émotions, elles se baladent, il leur arrive des petites bricoles, elles manquent de se casser la figure dans les gouffres du sarcasme. Alors ma fille elle comprend pas ce que c'est le sarcasme, mais elle comprend ce que c'est un gouffre. Enfin, en fait, le truc physique fonctionne en soi, c'est ça qui est quand même assez intelligent, ils sont quand même forts, pour constituer une espèce de premier degré de lecture pour des enfants petits. Et puis en effet, je pense pour des 9-10 ans, ça commence à être plus intéressant sur la question de la métaphore et de l'allégorie, parce qu'ils la comprennent, donc c'est pas inintéressant de ce point de vue. Sur le premier volet, il y avait quand même quelque chose de très vertigineux, il y a quand même quelque chose d'angoissant d'être plongé dans la tête de quelqu'un, de se dire que ça fonctionnait comme ça, les îles qui s'effondraient les unes après les autres. Et quand même, vous me souriez, Lucille, ça vous parle beaucoup. Mais effectivement, il y avait quelque chose où ça pouvait presque faire peur. Là, est-ce qu'on a quand même gardé un petit peu de ça, cette dimension psychologique, malgré tout, malgré cette spiritualité? Est-ce qu'il y a quand même en fait quelque chose qui fait quand même un peu peur et qui va quand même plus loin que la majorité des productions de dessins animés qu'on a? Pixar reste quand même le meilleur studio, même si parfois il se fait un peu doubler par... Moi j'adore Baby Boss par contre, de DreamWorks. Enfin, voilà, il y a parfois les mignons. Mais c'est pour d'autres raisons que la psychologie, non? Oui, c'est juste pour les gros pour la méchanceté des bébés, quoi. Voilà. Mais ça reste le meilleur studio, mais c'est bientôt plus le cas. Je pense que, il y a toujours une sorte d'ingéniosité, mais il y a plus ce gouffre-là. Et pour moi, la différence se joue entre s'adresser à tout le monde, c'est-à-dire parler aux enfants comme à des adultes, parler à des adultes comme à des enfants, et ne froisser personne. Et moi, pour moi, il y a une sorte de bascule qui commence à se faire, et qui est une sorte d'aseptisation de tout, une manière, le fait que la mort, que le gouffre, le trou noir qui se trouve dans Toy Story 3, Toy Story 1, Wall-E, tous ces films-là disparaissent d'un coup pour quelque chose qui serait uniquement réparateur. C'est un geste réparateur, alors qu'avant, on avait Pixar, quelque part, venait consoler des vérités qui venait nous dire. Et là, il n'y a plus vraiment de vérité, si ce n'est votre ado, c'est de la résilience, a des problèmes d'anxiété. Voilà. C'est un bric-à-brac de coaching personnel, de spiritualité, de neurosciences aussi, parce qu'il faut dire que c'est une appréciation très neuroscientifique et très américaine et très scientifique. Rationalisée. De l'esprit, voilà. Qui peut aussi avoir ses limites.
D'ailleurs, Lucille. c'est drôle, il y a une émotion qui est complètement réprimée littéralement, puisqu'elle existe dans le film, on la voit qu'à 2 reprises, elle est planquée dans une espèce de petite niche au niveau du poste de contrôle. C'est la nostalgie, et c'est assez marrant d'ailleurs de la mettre en scène comme une émotion qui n'est pas encore là, parce que Riley est supposément pas assez grande pour éprouver des émotions nostalgiques, alors même que la nostalgie, c'est la matière de Pixar depuis des années. C'est celle qui a fait ces grands beaux films, le début de Là-haut, et en effet Wall-E aussi, la mélancolie, la nostalgie. Là, on a l'impression que vraiment, littéralement, ils la mettent, il la boucle. Il y a vraiment un effet de refoulement qui est presque un refoulement de la part du film lui-même, quoi. Et pour finir sur la question de l'esthétique quand même, du graphisme, ce qui fonctionnait très bien, c'est effectivement de nous plonger à chaque fois de matérialiser quelque chose de l'ordre de l'abstrait, de l'immatériel en termes d'émotions, en termes aussi de zones cérébrales. Est-ce que là, ça fonctionne? Vous avez parlé de ce lac, les tréfonds. Est-ce qu'il y a, il y a des zones imaginaires qui, graphiquement, en fait, ça marche? Et là, on se dit quand même Pixar, graphiquement, il y a quelque chose qui fonctionne. Moi, je trouve ça Muriel. moins fort que le premier. C'est-à-dire que parfois, je trouve qu'ils en font too much, ou alors il y a une sorte de coffre-fort, de chambre des secrets qui pour moi, renvoie à rien, cérébralement. Enfin, c'est pas aussi parfait. Vous n'avez aucun secret, peut-être? Oui, Muriel, non, pas mais- du tout. J'ai pas de sur moi, Dedans, pas il y a de cette secret. espèce d'idée pas mal quand même de mettre des anciens, des trucs un peu honteux de Riley, ce qu'elle aime toujours alors qu'elle est trop grande. Donc il y a des espèces de petits bouts de jeux vidéo ultra pixelisés. Ouais, de Dora ou de l'exploratrice et Dora l'exploratrice en Dora 2D qui se retrouvent dans le truc hyper sophistiqué de Pixar. Bon, en fait, c'est des petites choses, mais C'est rigolo. C'est très malin, quoi. Ils sont forts là-dessus. Et ben voilà, c'est très exactement tout ce qu'il fallait pas faire. Le changement, ça fait peur. À nous de jouer. Il nous faut de nouveaux amis, sinon on va se retrouver toute seule au lycée. Faisons table rase du passé. Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous. Tu ne peux pas te débarrasser de nous comme ça. Nous sommes des émotions réprimées. L'opération Nouvelle Riley commence. Venez, Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà envoyé dans le mur? Est-ce qu'à chaque fois... Tu n'as pas encore fait ta valise? Riley, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop répugnante pour aller au stage. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Je ne crois pas, c'est trop beau. C'est un rêve pour ces voix. Vice Versa 2 en salle aujourd'hui avec les voix françaises de Charlotte Lebon, Pierre Ninet, Dorothée Pousseau, Gilles Lelouch et Marie-Lou Berry. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Le film sort aussi aujourd'hui en salle. Nous parlerons à présent de The Backriders de Jeff Nichols. Cathy, tu te rappelles ta première rencontre avec les gars? Tu veux bien me raconter tout ça? Depuis le début, c'est ça? C'était l'âge d'or pour les bikers. Paraît que c'est à toi qu'il faut que je cause. C'est toi le président. J'ai bâti ça à partir de rien. Je me suis jamais sentie aussi mal à l'aise de toute ma vie. Et c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Moi, c'est Béni. Je dois bien le reconnaître, j'en ai eu le souffle coupé. Combien de feux t'as brûlé, ouais? Ils ont dit 7, mais j'aurais dit plus. Hé, tu peux pas porter ces couleurs ici. Faudra me tuer pour que j'enlève ce blouson. Il essaie de se relever. Bienvenue dans l'âge d'or des bikers, des motos, des moteurs, de la graisse, des bogas et surtout des blousons en cuir, en veux-tu, en voilà, comme l'impression d'être dans une vidéo ASMR tellement ça se frotte et ça crisse. Le tout sur fond de paysages bitumés américains, ces éternelles routes poussiéreuses sur lesquelles on roule autant qu'on boit des bières. On connaissait l'équipée sauvage avec Marlon Brando, Easy Rider avec Dennis Hopper, voici donc The Backriders avec Austin Butler et Tom Hardy. Comme une impression de déjà-vu donc, d'autant qu'il s'agit encore d'une histoire d'hommes tiraillés entre une femme et sa moto, entre l'amour et l'amitié avec son gang. Mais comme c'est Jeff Nichols à la réalisation, qu'on connaît notamment pour ses films Take Shelters et Mud, on serait tenté de s'y laisser prendre. Est-ce que ça a été votre cas, Muriel Joudet? Non, pas du tout. La tête qu'elle fait, oui. Il faut regarder la vidéo. Muriel tire, ça bouge vers le bas. Je suis devenue angoisse, anxiété. Non, j'étais très étonnée de. En fait, je comprends pas le geste. Pourquoi ce film aujourd'hui est quelque chose de très daté. Pas seulement parce qu'on est dans les années 60, mais aussi un geste de cinéma qui pourrait dater de 2009, quoi, quelque chose comme ça, quoi, dans ces eaux-là. Et donc, je comprenais pas pourquoi Jeff Nichols s'est senti l'envie irrépressible de sortir la figure du biker, de la boîte à jouets, pour continuer avec sur Pixar, et de la réinvestir. Alors,
politiquement, je pense qu'il essaye quelque chose sur le libertarianisme. Il y a peut-être des petites pointes comme ça sur Trump, sur l'attaque du Capitole. Et je lu dans un papier. Franchement, c'est très léger. Et sur l'imagerie, le problème, c'est que tout a déjà été fait. Tout a déjà été fait à l'époque. L'équipe est sauvage. Puis ensuite, tout a été fait sur le mode parodique, puis sur le mode presque méta, ou en tout cas sur le travail sur une sorte d'imagerie du Bikers, notamment je pense à The Outsiders de Francis Ford Coppola. Donc voilà, pour moi, il y a une sorte de saturation de tout ce qu'on peut faire dire aux bikers et qui voilà, qui ressemble quand même à ce que fait déjà Jeff Nichols. C'est-à-dire qu'il fait un travail toujours sur les imageries que produisent les genres, le western, le film catastrophe, et il travaille vraiment sur ces imaginaires. Et moi, j'ai toujours voulu aimer ces films. En dehors des 2 premiers, j'y suis toujours allée avec ce côté, on a un appétit d'Amérique, un appétit d'Americana, un appétit d'imaginaire américain, qui n'était jamais satisfait par Jeff Nichols, parce qu'il y a une sorte de néoclassicisme, et moi que j'appellerais fadeur du geste. On ne sait pas vraiment ce qu'il veut raconter. On est perdu dans quelque chose d'extrêmement fade et d'extrêmement surgelé. Et il y a plein de problèmes dans le film. Déjà, le fait que tous les personnages soient coincés dans des archétypes, et même physiquement, même dans le jeu d'acteur, c'est terrible. Il y a Jodie Comer qui joue donc cette femme amoureuse d'Austin Butler, voilà, et qui donc raconte tout le récit. Alors, le film est quand même plein de références. Alors là, je pense sur le récit, ça fait penser aux Moissons du ciel de Terrence Malick. On pense aussi aux Parrains. C'est une influence revendiquée, voilà, pour le coup, ouais. Voilà, c'est ça. Mais il y en a beaucoup. On pense aux Parrains parce qu'en fait, le film est plutôt un film de mafia. Et donc, elle raconte comme ça. Donc, c'est une actrice britannique, je crois, qui utilise cet accent à couper au couteau. Et ça marche pas du tout. Austin Butler joue la publicité Calvin Klein. Ça marche pas du tout. Yves Saint Laurent. Ouais, voilà, Yves Saint Laurent, attention. C'est bien, vous avez dit 2 marques. Bref, ils sont tous enfermés, ils sont tous enfermés dans une image. Sauf que le problème, c'est que le film, en fait, se veut un travail sur l'émotion, un travail sur le récit, extrêmement simple, extrêmement premier degré. Et Jeff Nichols, c'est pas du tout en train de, en fait, ce travail sur les archétypes aussi n'est pas le fond de son projet. Donc, on est travaillé entre toujours tiraillé entre un premier et un second degré. Et sur les 2 tableaux, le film ne fonctionne pas du tout. Lucille, qu'en avez-vous pensé ? Et notamment, je pense sur cette question, effectivement, sur en fait, à quel niveau travaille Jeff Nichols ? Est-ce qu'en fait, il s'empare premier degré de cette imagerie motarde, ou est-ce qu'au contraire, il prend une forme de distance par rapport à ce mythe américain ? Ouais, c'est vraiment exactement le problème. C'est qu'il y a vraiment un problème de point de vue qui est probablement le même problème quant au rapport de Jeff Nichols avec le genre, c'est ce que disait Muriel. Et là, avec le milieu qu'il filme, moi, j'ai l'impression qu'on oscille, enfin, en tout cas pour moi, j'oscille en permanence entre, en effet, quelque chose de l'ordre d'une fascination qui est extrêmement liée, je pense, à la beauté de cet acteur qui est Austin Butler, parce que dès qu'il est dans le champ, en fait, il est tellement impressionnant de beauté que ça crée quelque chose d'une adhésion immédiate à l'image. Par ailleurs, l'image est très belle, ça on en reparlera peut-être, hein. C'est un peu fade, mais bon, c'est très beau. Donc il y a ces trucs, il y a la musique vintage, le côté un peu fétichisé, même de la cradeur, parce que les autres acteurs sont évidemment moins beaux, mais bon, ils ont quelque chose de grimé qui de toute façon les fait ressembler à des fétiches ou à des personnages de marionnettes. Ou alors si Jeff Nichols a un geste d'anthropologue ou d'ethnologue, c'est-à-dire qu'il se coltine ce milieu avec une espèce de distance scientifique, et que peut-être il serait en train de mettre à nu les codes, les rituels d'une masculinité un peu archaïque, qui paraît totalement ridicule. En effet, il y a du ridicule, c'est-à-dire que ces personnes qui sont 4 ou 5, qui ont mis en place une espèce de truc de code absolument aberrant, qui justifie une violence incroyable envers les femmes, entre eux-mêmes, un rejet d'une espèce par ailleurs d'homosexualité latente qui est à peu près partout dans le film. Et c'est là que ça pourrait être intéressant, c'est là que peut-être on se dit sur la virilité, Nichols, par exemple, il est en train de montrer ce que c'est le jeu des garçons qui aurait grandi et qui deviendrait un jeu dangereux pour tout le monde. Et en fait, c'est toute l'ambivalence de ce personnage féminin qui est censé être une sorte de relais, qui est le point de vue principal du film, et qui elle-même qu'on ne comprend pas, qui est à la fois complètement fascinée puisqu'elle tombe amoureuse comme nous d'Austin Butler dans un bar, évidemment, et en même temps qui manque de se faire violer à chaque fois qu'elle se retrouve dans le groupe de ces hommes-là. Oui, donc finalement, ce rôle de personnage féminin et pas l'actrice qui va raconter le récit, parce que c'est fait à partir de flashbacks et de voix off, cette histoire, donc elle s'empare pas du récit à la première personne, elle devient spectatrice, et donc un rôle assez vu d'une femme qui va être un objet à choisir entre un bar et elle. Oui, et puis qui est dans une telle... En fait, l'ambivalence, j'ai du mal à comprendre si elle est construite et si c'est vraiment une direction artistique de Jeff Nichols,
auquel cas pourquoi pas, c'est pas inintéressant. Mais c'est pas très Ou clair. si elle est subie. Parce que dans le fond, il en sait rien du tout de ce qu'il en pense de cette espèce de truc qui a déjà été refait 50 000 fois. Et j'ai un peu de doute. J'ai peur que ce soit pas complètement réfléchi tout ça. Alors, vous avez parlé, comme le temps presse, on va parler tout de suite de l'esthétique parce que vous avez dit, Muriel, fadeur, surgelé, esthétique 2009, ce qui a l'air d'être apparemment horrible. Voilà, vraiment la grosse insulte. Pourquoi ça vous déplaît autant esthétiquement, sachant que Lucille, et vous pourrez en parler, Lucille, vous trouvez ça quand même assez beau d'une certaine manière? Moi, je trouve ça beaucoup trop propre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on voit les blousons sortis de la housse de protection 10 minutes avant. Enfin, il y a quelque chose d'extrait. En fait, tout est parfait dans la reproduction, mais Jeff Nichols ne commande pas ça. Alors que Coppola, dans The Outsiders, qui était vraiment une sorte de délire fantasmagorique sur les années 60, jouait sur le fait qu'on est en train en fait, les années 60, c'est pas, on reproduit pas une décennie, on reproduit un rêve de cette décennie. Et là, le film il y a aucune intelligence dans la reproduction, en fait, de cette époque. Et pour moi, il y a vraiment, tout est à sa place, le verre de whisky, le zippo, le blouson. Enfin, c'est terrible c'est trop propre, en fait. Pour moi, c'est vraiment le problème principal. Et puis après, surtout, c'est un film qui raconte que les femmes, en fait, empêchent les hommes de vivre leurs rêves, les tirent vers la normalité. Et en gros, les hommes, au fond, en fait, ils sont amoureux de leurs copains. C'est un peu quand même c'est terrible. C'est-à-dire qu'on a déjà vu ça 10 000 fois, on a compris, on le sait. Et le film, en fait, fait de sa morale terminale, sa conclusion finit quand même sur des choses qu'on sait déjà. Oui. Alors ça, je suis pas tout à fait d'accord. Sur la morale, c'est lié à l'esthétique. C'est que je suis pas sûre que la morale soit si simple que ça, parce qu'en fait, le film est extrêmement étiré. D'ailleurs, c'est assez ennuyeux, il faut le dire, mais que peut-être justement dans cet étirement, là, il y a beaucoup de longueur. Il y a des scènes qui sont très répétitives entre les scènes globales où il y a plein de gens qui sont très statiques, et puis les scènes de couple où en fait ils se rejouent à chaque fois le même problème. Oui, mais il y a deux couples en fait. Il y a en effet le couple formé par l'homme et la femme, et puis par ce poulain avec son initiateur. En fait, c'est tellement répétitif que j'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas quand même une espèce de volonté esthétique là, y compris de ralentir le film de moto. Il y a vraiment un truc de ralentissement permanent. Bon, c'est très visible, mais ça, c'est pas inintéressant d'un point de vue. Et les motos sont belles, quand même, parce que vous parlez que de Austin Butler. Mais il y a Elle pas joue de mieux motos. que les acteurs. Non, mais on les voit pas, par ailleurs. Non, mais il y a très peu de motos, hein. C'est un film statique. C'est même pas sexuel, en fait. En fait, c'est un film de motard et pas sur la moto. On est d'accord. The Bike Riders de Jeff Nichols, c'est en salle aujourd'hui. On en a parlé avec Austin Butler, très belle Austin Butler, tout le monde pourrait tomber amoureux de lui apparemment. Jodie. Même lui-même. Et Tom Hardy. Merci à toutes les deux. Lucille Comon, on vous écoute tous les matins à 8h55. C'est votre regard culturel dans les matins de France Culture. Muriel Joudet, on vous lit dans le journal du Monde. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture, à la page de l'émission et sur l'application Radio France.